On va peut-être reprendre 15h15, 15h39, oui. Bon. Donc, sur cette table ronde qui est un petit peu sur... enfin, qui n'est pas un petit peu... nous, en tant que centre spécialisé obésité, donc là, on a essayé de voir un petit peu les différents niveaux de recours, mais en tant que centre spécialisé obésité, ça nous a été montré à travers OBEPI ce matin, les obésités les plus sévères, si l'obésité se stabilise, les obésités les plus sévères, elles sont en augmentation permanente. Et il y a certainement, et on a parlé ce matin de repérage, il y a certainement tout un tas de patients qui sont en perte d'autonomie chez eux, et ça constitue une véritable problématique pour nous. Et là, encore une fois, c'est du troisième recours, mais il faut encore qu'on soit en lien avec le premier recours pour que ces patients puissent nous arriver et qu'il y ait un parcours qui soit coordonné. Donc, on va un petit peu voir à travers un cas dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui est, oui, je sais que vous en avez entendu parler, qui est Monsieur P, qui a été dans la presse, donc son nom a été diffusé partout, donc il y a le secret médical, au moins sur cette histoire, il n'y est pas. Après, on ne va pas rentrer dans les détails de la personne et de ce qu'on a appris en dehors de la presse, mais vous savez qu'il y avait eu un patient, une personne à Perpignan qui était restée 2 ans par terre, à plus se lever, qui avait une obésité extrêmement sévère, qui avait été extraite de chez elle par les pompiers en devant abattre la façade et tout, et qui a eu un parcours en venant au centre spécialisé obésité qui avait été coordonné, ce parcours, par Jean-Baptiste avec les services du département, c'est bien ça, des Pyrénées-Orientales, et un patient qui a fini, qui pour l'instant, son fin de parcours, mais il va falloir trouver une suite, est au Château de Verne à Bondigou. Donc l'équipe du Château de Verne va commencer par nous présenter un petit peu ce parcours et ce qu'ils ont fait et comment ça se passe pour ces patients qui sont en perte d'autonomie. Je vous passe la parole. Alors finalement, vous êtes tous debout maintenant, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Et je m'assois. Donc, bonjour à vous tous, merci pour cette invitation. J'en profite pour remercier l'équipe du CSO de Montpellier avec laquelle on travaille déjà depuis quelques années de façon efficace, et je vous avoue que pour nous, ce relais-là, on a vraiment besoin. Donc j'en profite d'être ici pour vous remercier tous. Ils se reconnaîtront, c'est les personnes avec lesquelles on travaille le plus. Donc la clinique, donc moi, je suis Madame Ribière, je suis la cadre de santé. Je suis venue avec une partie de l'équipe que je vais laisser se présenter peut-être. On n'a pas le micro ? Donc moi je suis Valérie Laïcuen, je suis médecin du service d'obésité complexe, on peut dire obésité morbide extrême. Voilà. On a aujourd'hui une unité qui va compter vraiment 16 lits d'obésité importante, très importante, avec un recrutement sur tout le sud de la France, on va dire, très très large. Voilà. Enfin, même national aujourd'hui. Oui. Donc moi, Madame Rizzo, je suis diététicienne aussi dans le service d'obésité extrême depuis un certain nombre d'années. Depuis l'ouverture, je dirais même. Moi, je suis Juliette Roscoe, je suis ergothérapeute au sein de ce service d'obésité extrême. Bonjour, moi c'est Duvidier Pierre, je suis enseignant à PA dans le même service. Voilà, donc on est arrivé un peu en force, mais... Ça marche pas. On vous a mis principalement en fait un diaporama photo pour pas être trop lourd. Là, c'est un dessin fait par une patiente en fait il y a quelques années. Je crois que c'est daté de 2015. Mais ça représentait bien le travail fait à la clinique. Contrôle L, c'est pas ça tout à l'heure. Juste faire avancer. Donc voilà, comme je vous le disais, on est venu quand même en force à 5. Mais en fait, voilà, le service, c'est un service où il y a beaucoup de personnel et vraiment on a une habitude et je pense que la qualité du service est liée aussi à ça, c'est le travail d'équipe. Donc on a quand même souhaité vous faire un visuel un peu de l'ensemble de l'équipe qui est composée essentiellement, donc, évidemment, d'infirmières, d'aides-soignantes qui, vous verrez, ont un rôle essentiel dans notre prise en charge, ainsi que les paramédicaux qui sont là. Il nous manque le kiné, bien sûr, et l'assistante sociale. Et la psychologue, pardon. Comment j'avance, contrôle L ? Donc là, vous avez un petit échantillon du matériel. Donc on est une clinique
qui a dû s'adapter au cours des années au poids croissant des patients qu'on accueille. Et donc forcément, les locaux ont dû s'adapter avec cet accueil particulier. Et donc vous avez un petit échantillon là, tout au début, vous avez les rails de lit qu'on voit en haut, qui sont équipés du coup de double rails, 2 moteurs, pour pouvoir porter, je crois, c'est 250 le moteur. Donc, voilà. On a bien évidemment des lève-personnes, des chaises de douche que vous voyez, je me suis mis à côté pour faire la comparaison, et des fauteuils adaptés pour que les patients... Oui, il y a la balance derrière la chaise de douche. Vous voyez aussi un déambulateur XXL, voilà. Des investissements qu'on a fait pour la clinique pour permettre aux patients de s'adapter et de participer à leur rééducation de façon active et confortable. Après, par exemple, sur les moteurs, c'est des choses qu'on a construites au fur et à mesure. Au début, il y avait un moteur, comme dans la plupart des établissements, sauf que sur ces patients-là, c'était impossible. En fait, on avait besoin de les lever quasiment en position assise, et la dissociation des 2 moteurs nous permet en fait ce travail-là. Alors, concernant l'activité physique, pour ces patients en obésité massive complexe, c'est essentiellement du travail indiv en chambre, avec du petit matériel, mais c'est vrai que des fois on peut utiliser les ponts qui se retrouvent au-dessus des lits pour plus de facilité. Ça évite de se faire mal nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment ludique. Bon, là, on avait pris des photos d'une patiente pour justement continuer la prise en charge au domicile avec son coach APA et ses kinés. Et voilà, lui montrer des petits exercices très simples à continuer au domicile. J'avais un petit truc à rajouter. C'est vrai que pour notre expertise aujourd'hui, avec les années, on s'est beaucoup posé la question de comment faire perdre du poids à quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas faire de sport et qui mange en général déjà hypocalorique depuis des années. Et ben, ce type de travail que fait Pierre au lit du patient, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire refaire de la masse musculaire là où on peut la faire, sur des tout petits mouvements parfois. Il y a des patients qui pouvaient bouger que les mains, que la tête. Et ben, on commence par ça. Et reconstituer la masse musculaire avec une prise en charge nutritionnelle adaptée et des petits mouvements du quotidien, en fait, ça permet de faire perdre beaucoup de poids aux patients. Sur ce sujet-là, effectivement, il y a aussi les aides-soignantes. On a complètement intégré les aides-soignantes dans cette réautonomisation du patient, à la fois bien sûr pour la réautonomisation, mais aussi pour la dépense énergétique. C'est-à-dire que dès le début, il y a une évaluation qui est réalisée en collaboration. Tu peux peut-être en parler. Vas-y, mais tu le fais. Du coup, on a mis en place, on a créé une évaluation en fonction des différents corps de métier. Donc Pierre a créé sa propre évaluation adaptée, et moi j'ai créé avec les aides-soignantes une évaluation la plus complète possible par rapport à leur parcours de vie. On essaye d'aborder vraiment toutes les questions, l'environnement social, l'environnement physique, donc le domicile, tout ce qui va être activité de vie quotidienne avec des échelles d'autonomie. On le fait en binôme avec l'aide-soignante parce que ça évite aussi aux patients de répéter inlassablement les mêmes informations. Et puis ça permet à nous, en fait, au fur et à mesure de l'évaluation, moi je me mets des petites étoiles dans la marge, je me dis ça va être un axe de travail, ça va être un axe de travail. Et après, chacun de ces axes, on l'élabore avec le patient et les aides-soignantes. Et ensuite, moi je vais apporter mes conseils, mon expertise entre guillemets, parce qu'on bricole aussi en fonction de la situation. Et ensuite, c'est les aides-soignantes et les infirmières qui font de la répétition, parce que finalement, une séance d'ergo 3 fois par semaine, c'est pas ça qui va faire que le patient va vraiment progresser en termes d'autonomie. C'est la répétition multi-quotidienne par les aides-soignantes et les infirmières qui vont vraiment nous permettre d'asseoir tout ce qu'on met en place avec les patients en termes paramédicaux. Alors, en fait, j'ai fait le diapo photo pour vous montrer l'évolution un petit peu du patient au fil du temps. On était parti vraiment du lit, et puis là, progressivement, on va passer sur des étapes où les patients commencent à tenir assis, et c'est déjà une grosse étape. Du coup, grâce aux évaluations que l'on refait en permanence tout au long de la prise en charge, on peut faire évoluer le patient en activité physique et donc augmenter le niveau d'activité physique. Là, on peut voir une gym dans le couloir sur des patients qui peuvent sortir des chambres, qui peuvent se mettre debout. Bien sûr, après,
prochaine diapo, on peut voir aussi qu'ils peuvent descendre en salle de sport, parce qu'on a 2 salles de sport à la clinique, avec un plateau technique de qualité. Et donc du coup, on est toujours dans la recherche de progression. Et il n'y a pas de petit objectif, c'est-à-dire que les objectifs, ça peut être passer de la chambre à pied, aller jusqu'au fauteuil pour faire la gym, et ça, c'est mis en œuvre au quotidien, quoi. Là, vous allez voir le plateau technique, mais surtout les 3 appareils que vous voyez de ce côté. En fait, ces 3 appareils sont des appareils Altergé, peut-être que vous connaissez. Ça permet en fait, ce sont des tapis de marche qui permettent d'enlever le poids du corps, en fait, d'être en apesanteur, et donc permettre une réadaptation très précoce. Des gens qui sont capables peut-être de faire 5 mètres dans leur quotidien vont pouvoir faire une demi-heure de marche, ce qui est quand même extrêmement important, en fait. Là, peut-être j'ai juste envie de rajouter, pour la pluridisciplinarité, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour rentrer dans l'haltérgé, il y a tout un travail en amont. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que le patient va pouvoir entrer dans l'haltérgé. Pour ça, il faut qu'il puisse lever la jambe, il faut qu'il puisse donc enjamber, il faut qu'il ait la capacité de se lever, qu'il faut qu'il puisse le faire en reculant. Donc ça, c'est construit avec le kiné, le prof d'appât, l'ergo, les aides-soignantes, les infirmières. Voilà, c'est vraiment des projets qu'on construit comme ça tous ensemble. Parce que rentrer dans l'haltérgé, ça se prépare. On ne peut pas mettre un patient comme ça dans l'haltérgé. Une de mes nombreuses tâches au sein du service, ça va être aussi de travailler sur le retour à l'activité. C'est des patients qui sont alités, enfermés chez eux depuis de nombreuses années. Et ce retour à l'activité, il n'est pas du tout anodin. Enfin, ça, c'est un patient qui a failli faire une crise d'angoisse juste en sortant à l'extérieur de sa chambre d'abord, puis de la clinique. Et petit à petit, en travaillant sur toute la sphère aussi psychosociale, psychologique, la revalorisation de ses compétences en le mettant en activité dans du concret, là, on a abouti à une sortie au centre-ville de Villemur pour aller boire un café. C'est un patient qui n'était pas sorti de chez lui depuis 6 ans, 6-8 ans. La question là qu'on voit aussi, c'est la question de pouvoir s'attacher en sécurité dans une voiture, donc pouvoir y rentrer d'une part, pouvoir s'attacher. Ce patient a presque pleuré quand il a entendu le clic de la boucle de ceinture de sécurité, quoi. Et pour lui, c'est toute une ouverture sur un monde qu'il avait cru disparu depuis des années, quoi. Et ensuite, on n'a pas fait ça du jour au lendemain. Il a vraiment fallu travailler sur y aller avoir des enfants peut-être, qui allaient le regarder, le pointer du doigt. Donc ça, c'est vraiment le côté, on travaille sur la grossophobie, l'acceptation de son corps dans l'espace public, privé, etc. Vous voyez aussi un planning qu'on a réalisé ensemble. Là, c'est pour vraiment parler du retour à domicile. Parce que quand ils sont chez nous, il y en a certains qui restent de longs mois avec nous. Donc c'est quelque chose de positif pour eux parce que c'est rassurant. Ils reprennent confiance aussi dans le corps médical. Mais ça désadapte aussi du quotidien. Et donc là, l'objectif, c'est des patients qui, quand la date de sortie se rapproche, c'est la panique. Ils ont l'impression que tout le navire qu'ils ont construit va s'écrouler et va couler du jour au lendemain. Et donc là, on essaye de remettre en place, en gardant un peu les codes couleurs peut-être de la clinique, des choses comme ça, des repères qui vont pouvoir petit à petit leur permettre de faire des transferts de compétences de la clinique à chez eux. Et donc là, il y a un énorme travail aussi de collaboration avec les centres qui vont pouvoir l'accueillir sur place chez eux. On a travaillé avec ce monsieur, on a contacté une association qui va faire de l'aquagym adapté. C'est très rare de trouver tout ça près du domicile du patient. Donc voilà, on a appelé, lui il contacte aussi son épouse, il y a tout un travail avec la famille et on arrive à constituer un planning qui va lui permettre d'avoir ce qu'on appelle nous en ergothérapie un équilibre occupationnel. C'est pas juste occupationnel pour occuper, c'est occuper parce qu'en fait dans notre vie de tous les jours on est occupé à faire des activités et c'est ça aussi qui nous font vivre en fait, qui nous constituent. Donc la douche est une activité, l'aquagym est une activité, la prise en soin, la prise en charge du travail psychologique, parce qu'on a travaillé aussi avec un CMP pour qu'il puisse être accueilli 1 à 2 fois par semaine par un CMP. Enfin voilà. Donc c'est un gros boulot pour toute l'équipe, parce que je ne suis pas la seule à faire tout ce travail, de contact, d'explication, de mise en valeur de ce parcours. Et pour les patients, c'est un énorme travail de travail sur eux-mêmes, etc. Enfin, c'est très 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 intense les séances avec ces patients.
Alors là, on voit le patient du coup en atelier cuisine, mais là, il est en fin de parcours. C'est-à-dire que moi, je vais prendre le patient en début de parcours pour ces patients-là. Mais au départ, c'est vraiment, on va dire, réévaluer le risque de dénutrition. Donc ça va être mon premier objectif. Et ensuite, tout un axe qui va se développer au niveau de la nutrition et du plaisir tout au long du séjour, pour qu'après, ils se reprennent en charge, on va dire, plus concrètement. Donc, il peut y avoir justement Juliette qui va venir aussi m'aider dans les déplacements, dans ce qui va, le matériel adapté quand il va revenir à la maison. Et là, c'est vraiment développer le côté plaisir, le côté sensation alimentaire. Alors, nous, on est, depuis plusieurs années, on travaille sur les sensations alimentaires avec les patients dès le départ, et plus le séjour avance et plus on y va, en fait. Mais c'est les sensations alimentaires, c'est les sensations avec le corps, c'est travailler sur de la méditation, se reconnecter à sa respiration, à ses sensations physiques, et se reconnecter à ses sensations alimentaires, à la faim, le plaisir. Donc vraiment le plaisir pour tous les patients, il faut vraiment qu'il y soit présent dans le quotidien, parce qu'on sait très bien par expérience que plus un patient est frustré, moins ça tient. Donc c'est vraiment là, l'atelier cuisine, c'est aussi leur amener une variété. Nos patients ont une alimentation très pauvre en choix, en variété. Ils sont très difficiles, très très difficiles. Et donc là, l'atelier cuisine, ça va aussi les reconnecter avec des différentes saveurs et se réapproprier, cuisiner pour soi, se régaler, apprendre à se régaler et apprendre à ressentir le goût, les odeurs, le toucher aussi, revenir sur le toucher alimentaire qui est parfois oublié. Voilà, donc là, avec ce patient, ce jour-là, c'était... Alors, pour ces patients-là aussi, on a du matériel adapté, mais on a des cuisines. Et quand j'ai des patients, soit là qui viennent... ce patient-là n'était plus en fauteuil roulant, mais j'ai aussi des patients qui viennent en fauteuil roulant. Donc, je vais prendre 3-4 patients quand j'ai des patients avec des fauteuils. Parce que même si on a quand même une grande salle, je ne vais pas pouvoir accueillir 8 patients, ce qui est le cas quand on a des patients en obésité... on va dire, plus classique. Voilà. Là, pour ce type de patient, on est vraiment sur de l'adaptabilité du matériel, de l'espace, qu'ils aient aussi assez d'espace pour cuisiner, que ce soit un moment agréable de partage. Et puis, le moment du repas, c'est aussi, puisque là, pour le moment, nos patients mangent en chambre, là, enfin, on se retrouve ensemble avec le regard de l'autre, avec le regard de la diététicienne, qui est toujours bienveillant. Et comme on est sur un travail sur les sensations alimentaires, on essaie en tous les cas qu'il y ait le moins de frustration possible pour ces patients. Voilà, et donc là, ils avaient fait une mousse au chocolat, des frites, une bonne salade aux chèvres chaud. Voilà. Alors j'avais mis une toute petite partie, on n'a pas la psychologue avec nous, mais bien sûr le travail de fond, d'ailleurs transversal, il est de travailler tout ce qui est émotionnel, gestion du stress, des angoisses, des phobies, des traumatismes, et j'en passe. Évidemment, tous les patients dans le service ont des troubles alimentaires, donc voilà, c'est notre quotidien. J'ai mis gestion des conflits parce que effectivement ça aussi c'est notre quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont un isolement majeur et des troubles du comportement et du relationnel de façon générale en fait. Et donc c'est aussi réapprendre à parler à l'autre, à communiquer et à accepter le regard de l'autre, etc. Donc on fait un gros travail. Là vous voyez un travail d'art-thérapie au milieu, un travail d'art-thérapie d'une patiente qui a évolué au fur et à mesure du séjour sur ses représentations. Voilà. Là, il y a un exemple de travail fait par, de travail éducatif qui arrive qui est là tout au long du séjour. J'ai mis tout à gauche ce qu'on appelle nous le Philéo. C'est un outil de changement. En fait, c'est poser des objectifs avec le patient, réfléchir sur son parcours. Ensuite, vous avez un exemple d'atelier qu'on a mis en place avec les aides-soignantes sur la sexualité. Il faut aussi en parler.
Voilà, il y a un atelier mis en place par les aides-soignantes qui s'appelle Peau-Net sur la prise en charge de ces troubles voilà, de peau, hein, problèmes dermatologiques qui sont récurrents. Et on a, pour faciliter les évaluations, tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, hein, mis sur tablette. Voilà, des petits exemples. Et voilà les photos du patient que vous avez pu peut-être voir à la télé, Monsieur P, qui marche bien, qui va bien médicalement. Aujourd'hui, ça fait 1 an et 5 mois qu'il est chez nous. Donc voilà, nous espérons trouver des solutions bientôt. Il va revenir à Perpignan, normalement, dans les mois à venir. Et voilà. Par rapport à ce patient, on l'a vu aussi, et ça, c'est l'importance du devenir. C'est qu'à partir du moment où des solutions concrètes ont commencé à s'ébaucher par rapport à un retour dans sa région, donc d'abord il y a eu de l'anxiété, de la peur de retourner parce que que vont devenir mon appartement, que va devenir ma maison, elle a été emmurée, enfin c'est beaucoup de questions qui le tracassent énormément. Et à partir du moment où on a eu en tout cas une ébauche de solutions, c'est un patient qu'on a vu éclore, enfin vraiment au sens littéral. Enfin, ce patient, il a commencé on l'a vu de plus en plus sortir dans le couloir, puis ensuite jusqu'aux machines à café, dans le parc, enfin vraiment. Et donc là, c'est l'importance des devenirs pour ces patients, parce que eux, ils se pensent dans une impasse. Nous, des fois aussi, on pense qu'ils sont dans une impasse, et à partir du moment où on voit un horizon, et ben forcément, ça donne de l'énergie, ça donne du mouvement, et ça, enfin, ça a été flagrant, quoi. Ils me posent des questions, ils me disent, oui, mais là, le déambulateur que j'utilise chez moi, en fait, je vais en avoir besoin. C'est un patient qui n'avait pas abordé la question de son domicile depuis des mois et des mois. On se croyait en bout de course en termes de thérapie, quoi. Et donc là, enfin, on s'est tous regardés, c'était mais parfait, on y va. Il a mis en place, il a acheté ce déambulateur, ça coûte quand même 150 € de reste à charge. C'est un patient qui est en grande précarité. Donc ils ont conscience de ce qui peut être aussi bon pour eux et des investissements qu'il faut faire des fois pour arriver à s'en sortir par la suite, quoi. Et ça, c'est juste un exemple. Et puis il y en a eu d'autres, hein, sur la toilette. Mais comment je vais faire quand je vais être toute seule Et donc c'est aussi le réassurer, mettre en place un réseau solide de soins à domicile, parce que oui, on a réussi à le réautonomiser sur un certain point, mais il y a des choses qui restent encore complexes à faire. Et voilà. Merci. Donc, d'accord, donc on a commencé par la réhabilitation, mais c'était toute une histoire, donc qui a été coordonnée par Jean-Baptiste et Marine quand même sur l'application. Donc peut-être que Jean-Baptiste, donc il y a Jean-Baptiste, il y a le docteur Dupré qui est médecin du conseil départemental 66, et il y a Madame Matteux qui est du service social du CHU, donc pour vous montrer qu'il y a besoin d'une coordination. Donc je ne sais pas, peut-être, ou docteur Dupré, vous commencez par nous dire un petit peu comment, pour nous raconter. Donc en 2019, parce qu'il y a déjà eu un premier essai en 2019, en juin-juillet 2019, on découvre l'existence de M. P. Trouvé de façon... Alors peut-être avant de dire ce que je fais, parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait sur cette situation. J'interviens au Conseil général dans le cadre d'une prestation qui s'appelle l'APA pour les personnes âgées, donc coordonner à la fois les prises en charge des personnes âgées, tant sur le plan médical que social. Et les aides techniques aussi, on connaît un peu. Une assistante sociale rencontre le frère de M. P. Et dans les jours, à quelques jours près, la mairie découvre M. P. dans sa maison, enfermé, puisqu'il ne peut plus sortir, depuis X années. La mairie, en fait, rentre dans cette maison parce qu'il y a plusieurs immeubles de ce quartier du centre-ville de Perpignan qui se sont effondrés
et toutes les maisons qui sont construites sans aucune fondation depuis de nombreuses années risquent de s'effondrer avec des habitants dedans. Donc, toutes les maisons sont inspectées, des courriers sont envoyés, mais la famille de M. P ne se préoccupe pas de ce courrier. Et donc, comme d'autres maisons qui étaient déjà vides, les services de la mairie rentrent en force chez M. P. Ça ne se passe pas très bien. Le personnel de la mairie découvre cette situation et alerte, sans trop savoir qui, les pompiers parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec eux. Et les pompiers, c'est aussi le département. Donc les pompiers se tournent vers les services sociaux au sens large du département. Et donc on commence à réfléchir à comment on va prendre en charge ce monsieur qui n'a plus de médecin traitant depuis pratiquement 5 ans. 5 ans auparavant, son père et sa mère décèdent et beaucoup de choses se déséquilibrent dans le fonctionnement de la famille. Heureusement, les parents, avant de décéder, ont fait une demande d'allocation adulte handicapé pour chacun des 2 enfants. Mais au bout de 5 ans, qui est la période où nous le découvrons, ils n'ont plus de revenus, puisque l'allocation s'est arrêtée sans renouvellement. Et et c'est comme ça aussi que le frère interpelle les services sociaux. Donc cette conjonction d'événements nous amène à nous demander qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur. Donc j'ai dit pas de médecin traitant, et de toute façon, même s'il y avait un médecin traitant, on voit bien que l'importance de la prise en charge ne suffira pas avec simplement par une consultation par un généraliste. On se tourne vers les services hospitaliers de Perpignan qui d'emblée disent qu'ils n'ont pas les capacités à le prendre en charge. Et déjà, on commence à organiser comment pourra se faire l'extraction de M. P de son domicile. On tourne beaucoup en rond. Le frère est très opposant. Il a pris un ascendant sur M. P lui-même. C'est lui qui décide de beaucoup de choses. Et la survie de M. P tient aussi à l'état aux décisions de son frère, qui est déficient intellectuel, donc il n'a pas toujours des bonnes approches. Mais c'est quand même lui qui a la main mise sur les événements. Il a un côté un petit peu mystique et il considère que c'est une punition pour son frère d'être dans cet état-là, parce qu'il a rompu avec son épouse. On essaie de travailler l'acceptation par le frère de la sortie de M. P. Au bout de 4 mois, le frère ferme la porte, nous empêche de revenir. M. P lui-même reste un petit peu soumis à son frère et accepte que rien ne se passe. Et pendant le reste d'une année, nous n'avons plus de nouvelles de M. P. Et même si moi j'ai régulièrement des SMS où il me dit tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Et de toute façon, quand on s'y présente, personne n'ouvre, on n'arrive pas à en savoir plus. Un an plus tard, le frère de M. P a déposé une plainte, a pris un avocat. Je pense, mais ce n'est pas très, très clair pour moi, que l'association de patients obèses a
est aussi intervenu. De quelle façon, je n'en ai aucune idée. Et donc, on remet en route tout ce qu'il faut pour pouvoir s'assurer de la solidité de la maison, prévoir un certain nombre de choses, prendre contact avec le service hospitalier de Montpellier qui pourra le prendre en charge. Ce n'est pas du tout mon champ habituel. C'est un peu compliqué pour moi d'arriver à trouver les bonnes personnes. Je le reconnais. Je ne suis pas du tout dans ce domaine et les premiers coups de fil ne donnent pas grand-chose. On réessaie et puis finalement, vous décidez de venir voir sur place ce qui se passe, ce que peut-être on n'a pas su décrire suffisamment bien ou que c'était tellement énorme que ça paraissait incroyable. Même pour nous, voilà, ça reste une interrogation. Et donc, vous venez sur place et vous constatez la situation. Et du coup, les choses s'accélèrent très vite. Je crois que même pas à moins d'un mois de votre venue est organisé le transport jusqu'à l'hôpital de Montpellier, puis vous prenez le relais. Voilà l'histoire, la partie d'histoire sur laquelle j'étais avec M. P. Pardon. Merci, en sachant que pendant tout ce temps-là, ce monsieur était chez lui par terre. Il est resté chez lui 5 ans par terre. On dit posé sur le sol. 5 ans. Donc, au milieu, et il prenait quasiment, parce qu'autour de lui, il y avait tout un système qui avait été installé, ça prenait toute la largeur de la pièce, et comme l'appartement, c'était guère plus que la pièce, en plus, il ne fallait pas trop aller sur un certain endroit de l'appartement, parce que sinon, ça risquait de s'écrouler. Donc, il occupait toute la place habitable de l'appartement. Il y a une pièce principale où, effectivement, tout était centré là. Il était assis par terre, demi-assis, avec des coussins. Son frère lui amenait des bouteilles pour pouvoir uriner. Mettait éventuellement un bassin de lit qui n'était pas dans le lit mais par terre. Monsieur se faisait une toilette tous les jours avec des lingettes. Et ce n'est pas une petite toilette parce que c'est un monsieur qui avait eu des brûlures et qui donc avait sur le plan cutané je ne sais même pas comment le décrire ou le nommer, mais en tout cas beaucoup de replis qui fait qu'il fallait qu'il passe entre chacun des replis, plus une partie de la peau au contact du sol, sur lequel il y avait des adhérences et sur lequel régulièrement ça suintait. Je crois qu'il y avait des voisins qui venaient une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour le lever pour les excréments. C'est quand même. Après, c'est la partie qu'il nous a racontée. Et après, ce qu'il a pu vous dire plus tard, il y a des choses qui... Il fallait bien qu'il y ait un système de mis en place. Peut-être Jean-Baptiste sur le transport, l'accueil au CHU, l'organisation au CHU, et montrer tout ce que ça mobilise, avec ensuite Madame Matteux sur les services sociaux et l'articulation de toute la chaîne, si tu veux bien. Oui, donc effectivement, il s'avère que j'ai pris mon poste quelque chose comme 1 semaine ou 2 semaines avant l'arrivée de Monsieur P. Donc c'était la découverte. Donc une arrivée en SAMU avec un transport qui a beaucoup stressé l'organisation générale, et savoir si l'ambulance pouvait tenir, si le brancard pouvait tenir, sur les grues, avec toute la question de la mise en place toute la médiatisation qu'il y a eu, qui ne me permettait pas de faire les choses, disons, en se permettant des altermoiements, c'était pas possible. Et puis une arrivée au CHU, beaucoup de stress, parce que beaucoup de gens qui voient cette histoire racontée dans la presse se disent « oulala, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Moi aussi qui me disais « qu'est-ce qui va nous arriver ? De toute façon, il va mourir sur le trajet, ça va être une catastrophe. » Et donc le monsieur qui nous arrive dans les lits, avec une première évaluation qui est faite le jour même et puis qui est complétée le lendemain avec mon collègue, qui ont permis de construire une stratégie de prise en soin sur quelques volets principaux, qui sont un premier, remettre en dignité, parce que ça a été le premier élément, sur l'hygiène, sur
les selles, les urines, sur les plaies. La deuxième, construire une stratégie de prise en soin et en découvrant un certain nombre de pathologies, avec des lymphœdèmes qui demandent des prises en charge très spécifiques, des types de pansements qui venaient d'Allemagne, qui ont dû être commandés à l'avance par le service de médecine vasculaire, des évaluations qui doivent être menées par les différents professionnels. Notamment, on avait très peur au niveau du cœur, parce qu'on allait avec les compressions au niveau des jambes, on remettait beaucoup d'eau dans le secteur circulant, et donc on avait peur que le cœur ne tienne pas. Le problème, c'est qu'aller faire une évaluation cardio là-dessus, donc le chef de clinique de cardio qui se déplace avec son échographe de poche, somme toute, c'est finalement pas si compliqué que ça. Ils disent qu'ils veulent tendre vers ce genre de choses, mais encore faut-il passer le cap pour le faire. Donc ça a conduit beaucoup de professionnels à un peu innover, pas nécessairement en faisant des choses incroyables, mais en tout cas en faisant des choses qui ne sont pas dans leur quotidien et qui ne sont pas dans leur fiche de poste habituelle. Au-delà de ça, nous étions positionnés en chirurgie digestive, là où il y avait les treuils que vous avez montrés avec les moteurs adaptés pour recevoir ce type de poids. Là, je parle juste de considération pondérale. Et dans un service de chirurgie, il a fallu déployer, et ça pour le CHU, ça a été un très gros problème en pleine période Covid, un certain nombre de soignants qui puissent assurer la sécurité à la fois de M. P et la sécurité de leurs articulations à eux aussi, pour pouvoir mettre en place des choses. Et on a eu finalement en 2 mois une stratégie qui s'est mise en place. Tout était déjà finalement préorganisé avec le SSR du château de Verne de Bondigou. Donc vous êtes venu l'évaluer avec nous pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était. Et puis on a pu organiser un transfert sur le château de Verne. Alors l'élément central sur cette histoire, c'est qu'on a eu une histoire où tout le monde, toutes les institutions et tous les acteurs se sont mobilisés. Et c'est vraiment l'élément sur lequel je veux insister, c'est-à-dire que nous, on a énormément appris avec M. P, à la fois d'un point de vue strictement médical sur qu'est-ce qui se passe, à la fois en termes de comment est-ce que ces personnes-là se présentent et vivent 5 ans au sol, et comment est-ce qu'elles arrivent à ressurgir. On est passé par du chaud et du froid en termes d'expression de souffrance, de peur de la part de M. P. Mais tout ceci s'est extrêmement bien passé finalement parce que au moment où il est arrivé au CHU, l'ensemble des intervenants étaient d'accord sur le projet. Et c'est là qu'on arrive sur la suite, c'est que, alors de 2 choses l'une, la première c'est que ça nous a fait une sacrée publicité. Et donc du coup on a vu ressurgir des histoires. Et en fait, M. P n'était pas tout seul à rester depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, au sol, chez lui ou dans un lit, parfois même médicalisé. Et on a des soignants ou des patients, mais souvent des soignants qui s'occupent de gens à domicile et qui sont, on va le dire, en galère au quotidien, qui nous disent « Ah, mais en fait, peut-être qu'il est possible de faire quelque chose, il faut que je puisse en faire profiter la personne que j'ai en face de moi, et puis moi-même, je commence à être en difficulté. » Et la deuxième chose, c'est que après que M. P soit parti au château de Verne de Bondigou, ce que vous avez oublié de dire poliment, c'est que nous avions un accord auprès des différentes collectivités pour reloger M. P. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Voilà, bon, bref, il y a eu un changement de majorité. Je sais pas... Non, mais je ne veux pas parler du bord politique, je pense que c'est plutôt le changement qui implique. Et donc, du coup, le fait est que les accords qui avaient été passés sont devenus un peu caducs et plus personne ne répondait. Bon, après, voilà, peut-être que je résume très simplement quelque chose de très complexe, mais on n'a plus eu de réponse sur le côté social. Ce qui m'amène à la problématique principale, c'est que M. P, on va dire un peu bloqué quand même à un moment donné au château de Verne de Bondigou, on a eu nombreux appels avec le docteur Laïcuen. Les autres histoires qui nous viennent parce que des gens sortent les problématiques qui existent dans le territoire, nous qui commençons à les prendre en charge, parfois en essayant de temporiser,
Mais doucement, l'aval qui n'existe pas, donc du coup le SSR qui s'encombre, le SSR étant encombré, l'hôpital s'encombre aussi, l'hôpital étant encombré, les gens sont bloqués chez eux, et on commence à avoir des histoires catastrophiques, avec des sueurs froides ou parfois des drames, sur des gens, sur un blocage du système. Et ça, c'est l'élément un petit peu final pour moi de l'enseignement de cette année et demie de M. P, c'est que nous avons des gens sur lesquels nous pouvons faire quelque chose, des gens dont nous n'avons pas connaissance de la situation au départ, donc nous ne savons pas très bien combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont concernées par ce type de problématique sur la zone Occitanie-Est, des gens qui ne sont pas nécessairement toujours tout seuls, qui peuvent être accompagnés de soignants. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, ce que je retiens aussi de l'expérience depuis 1 an et demi, c'est que quand les soignants appellent, même s'ils ne savent pas très bien le décrire pour que nous, ça nous alerte, en fait, finalement, quand les soignants appellent, c'est que c'est toujours grave. À chaque fois qu'ils nous ont appelés, on a toujours eu une histoire catastrophique médicale derrière. Quand ils nous disent « j'en peux plus », c'est qu'ils n'en peuvent plus, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors même s'ils ne savent pas nécessairement mettre les mots qui vont avec, et que même nous, on ne sait pas très bien mettre les mots qui vont avec dessus, en fait, on est dans une espèce de glissement qui fait que ça devient très grave. Mais donc des histoires qui restent au domicile, qui arrivent un petit peu au compte-gouttes, mais qui, tant qu'elles ne sont pas, entre guillemets, traitées socialement pour fournir un aval d'aval qui permettre à la personne de rejoindre le collectif et la collectivité, eh bien, on a un encombrement complet du système qui fait que nous n'arrivons plus à fournir des soins de réautonomisation de ces personnes. Et pour moi, c'est là l'élément vraiment le plus central et qui nous occupe à peu près tous les jours, et j'en ai parlé encore hier avec d'autres centres de SSR, comment arriver à articuler les différents acteurs pour créer une chaîne de soins qui puisse aller jusqu'au bout, qui puisse faire que Monsieur P ne reste pas la prochaine fois 1 an et demi en SSR pour pouvoir retrouver un domicile où il puisse après retrouver son collectif. Merci Jean-Baptiste. Et donc, peut-être entre Madame Matteux et le docteur, nous dire un petit peu la place des services sociaux et comment on pourrait peut-être faire mieux. Ouf, lourde tâche. Donc bonjour à tous, donc je suis Gaëlle Matteux, je suis cadre socio-éducatif au CHU de Montpellier. Lorsqu'on m'a proposé d'intervenir donc dans cette table ronde, je regarde un petit peu le sujet, je me suis dit oulala, peut-on réautonomiser un patient obèse en perte d'autonomie? Je me suis dit oula, moi service social au milieu, bon. Tout à l'heure, on parlait de l'importance des mots. Je pense qu'on va s'arrêter 2 minutes sur le mot autonomie. Le mot autonomie en service social, c'est quoi? C'est réellement la capacité pour une personne à gérer ses propres dépendances, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales. Les conditions de l'autonomie, elles relèvent à la fois de l'individu, de ses compétences et justement du fonctionnement de la vie sociale. Si on parle en fait de réautonomiser une personne, un patient, c'est qu'on part du postulat qu'il a perdu donc sa capacité d'agir et sa capacité d'entreprendre par lui-même des choses. À l'hôpital, au niveau du service social, on constate effectivement que les patients qui sont accompagnés par les équipes sociales, elles cumulent vraiment un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui font qu'elles ont perdu leur autonomie. Et la mission justement de l'assistance sociale hospitalière va être, bien sûr, dans le respect des droits et des personnes, d'aider les patients donc, qui connaissent des difficultés sociales à prévenir, à surmonter ces difficultés, à maintenir ou à retrouver leur niveau d'autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale. Donc on essaye d'assurer une coordination avec les autres institutions, services sociaux et médico-sociaux. Ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que la mission de l'assistance sociale hospitalière, elle s'arrête à l'hôpital. Elle commence à l'hôpital, mais elle s'arrête à l'hôpital. Elle s'arrête et elle commence surtout lorsqu'il n'y a plus de soins médicaux par les médecins de l'hôpital. Il va falloir alors qu'on arrive, nous, à faire passer le relais, à faire passer les différentes interventions auprès de nos partenaires. Si je vous disais que dans la vraie vie, lorsque on vient à l'hôpital, on ne vient pas voir l'assistante sociale. Enfin, c'est une certitude. Lorsque vous venez à l'hôpital, vous venez voir un médecin, un plateau technique, mais vous ne venez pas voir l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle va être interpellée par les équipes de soins, elle peut être interpellée par le patient, également par sa famille lorsqu'il est hospitalisé. Une fois la phase aiguë passée, dans les différents services, c'est le moment où justement les équipes elles se rendent compte, oulala, il y a des difficultés sociales. Il est bien vraiment important qu'on comprenne ici que le temps hospitalier ne sera pas forcément compatible au délai nécessaire de la résolution des situations. Enfin, je veux dire tout simplement en service de soins,
Une sortie un vendredi, l'assistante sociale, elle n'a pas de baguette magique. Les partenaires ne vont pas répondre pendant le week-end. Ça va être compliqué de mettre des choses en place. Je parle ici en fait d'anticipation. Prenons le cas d'une situation des plus concrètes. On va l'appeler Madame Ginette, mais on aurait pu l'appeler voilà, Monsieur P, mais moi j'ai décidé d'appeler Madame Ginette. Donc, Madame Ginette, elle vit seule au domicile. Elle n'a pas d'entourage proche, elle est en perte d'autonomie certaine. Les intervenants au domicile, justement, ils expliquent que la situation elle s'alourdit et que bientôt elle deviendra complètement ingérable. La problématique médicale se dégrade, il y a une grosse problématique. L'inscription sociale de cette patiente n'est pas du tout abordée lors de la préparation de l'hospitalisation des équipes médicales et des équipes soignantes. Eh bien voilà, ça y est, Madame Ginette est à l'hôpital. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on traite de la phase aiguë et c'est après qu'on appelle l'assistante sociale. Et là, on s'aperçoit quoi? Madame Ginette, elle n'a pas de mutuelle. Je ne vous raconte pas comment faire pour qu'elle puisse aller justement à Bondigou. Sans mutuelle, ça va être très compliqué. De même, elle a besoin d'une allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, c'est des démarches qui sont très lourdes, avec des dossiers très lourds. Je suis persuadée ici que si je vous pose la question, qui a son avis d'imposition dans la poche? Personne. Eh bien, Madame Ginette, quand elle arrive à l'hôpital, elle n'a pas non plus son avis d'imposition dans la poche. Donc tout ça pour que vous compreniez bien quelle est la complexité des situations sociales dans lesquelles on intervient. Si vraiment, pour simplifier, que vous compreniez, une hospitalisation, surtout lorsqu'on se prépare, je suis bien dans le cas d'hospitalisation préparée d'un point de vue médical, elle doit se préparer aussi d'un point de vue social. Donc cette préparation que j'appelle sociale, elle ne se fait pas uniquement avec les assistantes sociales justement de l'hôpital. Ça va devoir mobiliser l'ensemble des partenaires et des intervenants du territoire qui vont, nous, au niveau de l'hôpital, nous donner les connaissances qu'ils ont, eux, de la situation, parfois des démarches qu'ils ont entreprises, et aussi une connaissance du territoire. On disait tout à l'heure, le CHU, les personnes, elles viennent de partout. Donc l'assistante sociale, et son job, c'est pouvoir essayer de cultiver ce réseau et de favoriser les collaborations avec les différents partenaires. On est parti du constat au niveau du CHU de Montpellier d'une nécessité d'anticipation, d'une coordination et d'une fluidité de parcours de soins. Tout ça pour vous dire quoi, on est en train en fait, de mettre en place une expérimentation au niveau des consultations de chirurgie digestive. Pour vous dire 2 mots sur cette expérimentation, l'idée en fait est une intervention précoce de l'assistante sociale avant même qu'il y ait une prise en charge au niveau du CHU pour qu'on envisage vraiment le parcours dans sa globalité. On a posé des indicateurs de vulnérabilité. On en a posé un certain nombre, je vais juste vous en expliquer 2-3. Quelque chose de très simple. Un patient qui a des personnes en charge à son domicile. On prend le cas d'une personne qui aide sa grand-mère. Quid de la grand-mère lorsque le patient va être hospitalisé? On parle également des patients qui sont sans chez soi. Comment organiser la faisabilité, la continuité des soins lorsqu'on est sans chez soi? Ou alors un patient isolé qui va peut-être subir une chirurgie et qui va avoir besoin de choses mises en place à la maison, c'est pareil, comment on va pouvoir l'organiser? Concrètement, lorsqu'un patient arrive pour sa première consultation de chirurgie digestive, on lui remet un questionnaire très simple, c'est des réponses par oui ou par non. Le patient va le répondre et lorsqu'il va rencontrer le chirurgien, il va justement lui regarder et il va très vite voir, en fait c'est simplement s'il y a un oui. Il y a ce qui s'appelle un critère de vulnérabilité, un critère de complexité, et il doit avoir des indicateurs d'alerte. Si le chirurgien il met en place justement sa chirurgie, dans ces cas-là, l'assistante sociale, avec l'accord du patient, va savoir que ce patient va être hospitalisé et que potentiellement la sortie risque de se complexifier. L'assistante sociale pourra alors, dès l'entrée, avant même l'entrée, anticiper le patient et ses problématiques. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner ou pas. Nous, vraiment, au niveau du service social, on est convaincus que plus tôt on intervient, mieux c'est. On essaie également, à l'heure actuelle, avec le service du professeur Avignon et du docteur Bonnet, justement, dans des situations comme ça, très complexes, de se dire l'assistante sociale hospitalière, elle a sa place. Lorsqu'il y a des visites à domicile qui sont faites en amont, je pense que vraiment, elle peut y aller et par son expertise, elle va pouvoir voir avec le patient si les difficultés qui vont se poser. Elle va pouvoir aussi voir les partenaires du terrain qui sont déjà mobilisés pour coordonner après les choses. Enfin, tout simplement, je reviens à mon avis d'impôt. S'il y a besoin de l'avis d'impôt, elle pourra récupérer l'avis d'impôt. Voilà, c'est réellement l'idée de pouvoir anticiper le plus tôt possible pour avoir une meilleure efficacité. Si je dois résumer un petit peu mon intervention très brièvement et vous dire ce que vous devez retenir de ce que j'ai dit, c'est que pour moi, le plus tôt sera le mieux. Plus tôt l'assistante sociale intervient, plus fluide sera le parcours de soins. Après, quand on prend la situation de M. P et vraiment des personnes qui sont en grande obésité, je pense qu'il y a de nouveaux moyens à créer. Il y a des choses à mettre en place qu'il va falloir qu'on innove, qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui, mais qu'il va falloir ensemble qu'on trouve des solutions.
Voilà, je vous remercie. Oui, je vois qu'il y a une question. Déjà, merci beaucoup. La généraliste. Personnellement, quand j'ai besoin, enfin, quand il y a besoin de faire justement tout un travail administratif, ben, je suis soulagée quand ce sont les assistantes sociales des structures hospitalières ou extra-hospitalières qui le font, enfin, ou je veux dire dans les cliniques qui le font, parce que dans les acteurs territoriaux, ils font ce qu'ils peuvent, mais les assistantes sociales des villages, enfin, des villes autour de Montpellier, ils sont saturés, et il y a des grandes difficultés, beaucoup de retard à la mise en place des APA ou autres. Et généralement, vous avez un rôle facilitateur, mais énorme. Et ça permet de structurer cette prise en charge. Et quand les gens reviennent chez eux, c'est quand même beaucoup plus mis en place et ça peut avancer. Parce que nous, on ne peut pas faire tout ce rôle. Moi, j'ai déjà appelé les assistantes sociales à Moguio. Elles me disaient, bon, on fait ce qu'on peut. Mais s'il n'y a pas de partenaire familial qui peuvent venir donner les documents, c'est pas possible. Alors, je vais juste rebondir sur cette intervention pour dire que, alors, ce qu'on a essayé de monter, alors on essaye, donc les gens viennent, etc. Mais alors le rendu, il faudra qu'on progresse au fur et à mesure pour arriver à quelque chose qui soit toujours plus pertinent. C'est de faire des hospitalisations de jour d'évaluation. Cette hospitalisation de jour d'évaluation, je vois vos évaluations de kiné, etc. On aura beaucoup de choses à y apprendre pour les compléter, les améliorer, etc. Mais sur cette évaluation de jour, sur cette hospitalisation de jour d'évaluation, j'insiste pour que dans la programmation, et je vois les infirmières programmatrices ici, pour qu'elle n'ait pas lieu s'il n'y a pas l'assistante sociale. Pour que l'assistante sociale y soit et qu'on essaye de faire un premier point n'est pas nécessaire. Alors moi j'aimerais bien qu'on arrive jusqu'à prévenir l'hospitalisation, mais qu'au moins on puisse la préparer et en amont. Par contre, l'élément, mais peut-être que je le dis, c'est que l'assistante sociale, moi je trouve ça toujours un peu magique quand on arrive à voir les trucs, mais l'assistante sociale du CHU, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est remplir l'aval de l'aval. Il y a des miracles qui sont faits sur les lits d'accueil médicalisés, etc., mais il y a quand même toute une série de patients qui ne sont pas finalement si éligibles que ça aux LAM, etc. Ce n'est pas le truc le plus adapté. Et là, par contre, il y a la question de la collectivité, où est-ce qu'elle se positionne et quelle réponse elle donne. Et alors, c'est sûr, le CHU, c'est une entité, la mairie, c'en est une autre, etc., etc. N'empêche que le coût que c'est pour la société et le coût humain que c'est pour la personne en face de nous, que de se retrouver bloqué en hôpital ou en SSR et l'impact que ça a derrière sur sa capacité de réautonomisation, il est énorme quand on sait le retard que ça peut prendre derrière sur la réponse en collectivité de savoir quel aval d'aval. Et je pense notamment à une situation sur Moguio où on avait un logement absolument inadapté au possible. Bon, ça, à un moment donné, voilà, il va falloir quelque part que les gens ils puissent dormir sous un toit. On parlait souvent d'obésité et cancer ce matin. Bon, un patient cancéreux, s'il doit sortir et qu'il doit dormir sous un pont, d'une manière ou d'une autre, il aura quand même sa chimio. Ça, c'est pas possible pour un patient en situation d'obésité. Vous allez quoi, laisser le brancard au milieu de la rue et lui dire débrouillez-vous. Voilà, on est à un niveau de dépendance au départ et de perte d'autonomie qui est tel qu'on ne peut plus se permettre d'eux. Et donc ça, c'est un défi pour les collectivités qui est absolument gigantesque. Et j'ai bien conscience que pour eux, c'est très difficile. Et c'est avec eux qu'il faudra travailler pour construire cet aval d'aval, quoi qu'on fasse en amont. Je crois que c'est un peu la même réaction pour tous. Hein. C'est loin des yeux, loin du cœur. Une fois on a passé le problème au suivant. Donc peut-être un petit mot pour conclure. On vous laisse le dernier mot parce qu'il est tard et loin. Mais quid de ce qui se passe à Perpignan? Il y a beaucoup de choses mises en œuvre pour récupérer ce monsieur. Alors, encore faut-il que... je ne vous mets pas tout sur votre dos à vous. Hein, j'ai dit Perpignan. Alors, il y a la même... Quand il est parti, j'ai fait, et c'est toujours valable puisqu'il n'y a pas de date de limite de fin,
une dérogation d'âge pour qu'ils puissent rentrer dans un EHPAD. Et nous, les EHPAD, on a des places. On n'est pas saturé. 80% de la population prend ces personnes âgées chez eux. Voilà. Donc, oui, après, c'est vrai qu'à un moment donné, le jour du départ, il y avait, je ne crois pas que c'était vous qui y étiez, mais il y avait quelqu'un de l'établissement non médical et qui, l'information est passée, il y a eu des mails que j'ai donnés, pas à vous. Vous, je l'ai su beaucoup plus tard qu'il est allé chez vous, et je l'ai su pas quand il y est allé. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Il y a l'ancienne directrice adjointe de l'hôpital, qui est aujourd'hui directrice d'un EHPAD rattaché à l'hôpital, s'était engagée à le reprendre avec la dérogation d'âge. Donc sachez que oui. Alors peut-être c'est pas la solution définitive pour lui, mais ça peut être un retour pour préparer autre chose. Donc c'est bon pour demain. Vous avez bien fait de rester debout, de venir et de rester debout, hein. Donc on pourra se donner nos coordonnées, mais alors moi je ne ferai pas le dossier d'entrée, mais voilà. En tout cas, c'est une solution que j'avais mis de côté, enfin pas mis de côté, que j'avais préparé, parce que je sentais bien que tout ce qui pouvait être autre pouvait être compliqué. Il y avait à l'époque la possibilité d'un retour dans un appartement où vivait son frère. Ça, c'est ce que nous, on avait convaincu. Sauf que son frère a mis tellement le souk dans l'immeuble qu'il a été mis à la porte. Donc on ne sait pas trop où c'est qu'il est. Le frère, il est probablement dans la maison où il n'a pas le droit d'habiter, puisque la maison est en péril d'effondrement. Voilà, il y avait quelque chose qui avait été décidé par l'ARS, les appartements, les logements qui sont de la réserve préfectorale. Comme ils sont propriétaires de 3 maisons, ils n'ont en principe pas le droit. C'est-à-dire ils ont des biens, ils ont de l'argent potentiel qui leur permettrait de louer un appartement. Voilà. Donc de ce fait, il n'y aurait pas droit. L'ARS avait préparé à la signature un document pour qu'ils puissent exceptionnellement bénéficier d'une réserve préfectorale malgré ses biens immobiliers. Ça ne s'est pas fait parce qu'il est parti. Mais c'est quelque chose qui éventuellement peut être relancé auprès de l'ARS. À l'époque, c'était à l'ARS sur le département des Pyrénées-Orientales. Même si ça fait plus de 6 mois qu'il est chez vous, il est toujours citoyen de Perpignan. Donc ça devrait être eux aussi. Bon. Voilà, c'est les 2 orientations qui étaient prévues et qui sont toujours, enfin au moins une sûre, puisque c'est moi qui les décide et qui les signe pour la présidente du Conseil général. Donc c'est fait depuis qu'il est parti, et ça n'a pas de date de limitation. Merci beaucoup. Donc on n'est pas venu pour rien, mais je tiens à signaler quand même qu'il y a eu beaucoup de coordination, je pense une excellente entente entre les différents acteurs. Et vous voyez la difficulté de la coordination, il faut quand même qu'on vienne là au bout de 1 an et 5 mois. Il y a un reproche à personne. Non, voilà, parce que je tiens à le souligner, y compris dans l'hôpital, il y a eu une mobilisation importante de l'ensemble des services sociaux, du service de médecine vasculaire. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Bon, c'est sûr, un peu poussé par la presse, il faut pas le nier, mais en attendant, il y a eu toute cette coordination, il y a eu la mobilisation, on s'est déplacé, on vous a rencontré sur place. Et vous voyez comme la coordination est difficile, malgré tout. Eh bien, vous voyez, il y a des informations qui ne sont pas passées. À un instant T. Et cette réunion, et avec des contacts avec les collectivités, mairie, département et qui ont dit non, qui ont dit qu'il n'y avait rien. Donc on voit la difficulté de la coordination et de l'intérêt peut-être de plateforme de coordination. C'est quand même impressionnant avec tous les efforts qui ont été faits. Le département, alors
D'abord, c'est beaucoup de services différents, même au sein de l'APA. Il y en a qui sont sur le terrain, qui font de l'évaluation. Moi, qui vais être plus en centrale. Je l'ai dit à un moment donné, il suffit qu'une assistante sociale parte de ce secteur, qu'elle soit remplacée pour que tout se perde. Voilà. C'est toute la difficulté. Dans le suivi. Et puis, suivant si vous appelez le standard, soit c'est une personne qui connaît bien et elle va vous renvoyer vers la bonne personne, ça va vous faire errer. Et puis, au bout du troisième, ne coupez pas votre communication. On va peut-être clore, ils sont restés debout, je crois qu'ils vont vous séquestrer, ils se sont préparés justement, ils se sont un peu entraînés et tout, et je crois que vous n'allez pas repartir si facilement que ça. Donc on va clore cette journée, j'allais dire cette journée, moi qui m'a extrêmement intéressé, j'espère qu'il en est même pour vous, parce que c'est surtout pour vous. Enfin, on aura vos retours et on espère que vous êtes intéressés pour revenir l'année prochaine, donc je pense que au nom de l'ensemble des coordinateurs, au nom de Marine. Donc, vous remerciez tous. Remerciez Marine pour l'organisation qui est toujours, on est rappelé à l'ordre, Elle nous fait souffrir, mais c'est réussi après. Donc, et merci bien sûr à tous les intervenants qui se sont mobilisés, qui se sont déplacés parfois. Merci à tous et à toutes, parce que quand même, vu la prépondérance, plutôt à toutes. Et à bientôt. Juste parce que vous avez parlé de l'APA, très rapidement. Le département a normalement 2 mois maximum pour répondre à une demande d'APA. Si c'est quelque chose de nouveau. S'il ne le fait pas dans les 2 mois, la personne peut exiger le versement de la moitié du GIR 1 jusqu'à ce qu'il prenne une nouvelle décision, qu'il fasse une évaluation et qu'il vous donne une réponse. Ça peut servir. 2 mois, c'est des fois loin quand on va retourner au domicile, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est... voilà. Sachez que c'est... que personne n'en parle, mais ça existe. Voilà, merci, au revoir.